Sadio, tu vois, une anecdote, c'est que Sadio, il était capable de venir vestimentairement, tu vois, n'importe comment. Il s'en foutait. Lui, l'essentiel, c'était le travail. Oui. Il venait bosser. Et je sortais des séances avec Sadio, j'étais bleu, mes bras bleus, tellement qu'il me faisait mal. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une interview dans ce magnifique complexe de la Mastre avec monsieur Fabien Richard, préparateur sportif de haut niveau. Donc voilà, je te laisse te présenter. Merci pour l'invitation, c'est une invitation qui est chez moi en plus, donc je n'ai pas à me déplacer. Avec grand plaisir. C'est parfait, après vos 6 heures de voiture pour venir d'Alsace. Donc bienvenue à la Mastre, le plus beau village de France, dans le plus beau département de France, l'Ardèche. Je suis préparateur physique depuis 20 ans. Je m'occupe de joueurs professionnels, ça depuis 2005-2006. Et je passe mon temps dans le monde entier à aller voir des joueurs professionnels de football, mais aussi d'autres sports. On y viendra sûrement plus tard, je pense. Ouais, c'est ça. Et depuis 2 ans, là maintenant, on a créé FormaFoot, qui est un gros centre de formation dédié à la préparation physique. Super. Voilà un petit peu qui je suis. Super. Est-ce que tu peux un peu rentrer dans les détails, nous dire vraiment de tes débuts jusqu'à aujourd'hui, là, notre interview à la Mastre? Ça va prendre 10 heures, mais c'est pas grave, on a le temps, on est là pour. Alors moi, tout a commencé ici. C'est pour ça que je suis vraiment content de faire cette interview-là. Là, j'ai joué de 5 ans jusqu'à plus de 40 ans. Donc, j'ai joué 35 ans sur ce terrain. Et c'est de là qu'est venue ma passion incroyable pour le football. Et ensuite, pour la préparation physique. Au début, c'était l'entraînement, puis la préparation physique n'existait pas. Okay. Mais j'entraînait physiquement les joueurs. C'était surtout mon côté. Voilà. J'ai joué et entraîné, bien sûr, sur toutes les catégories dans ce club. Et donc, m'est venue cette passion pour la préparation physique dévorante à partir des années 86-87 déjà. J'ai 52 ans il y a longtemps, où j'ai entraîné mon pote pour la première fois à faire le triathlon de la Mastre. Donc il fallait s'entraîner, donc il fallait trouver comment progresser. Forcément. Donc tout est parti de là. Mais à côté de là, j'avais ma passion pour le football et le jeu de football surtout, jouer au football. Donc petit à petit, j'ai été beaucoup dans le monde amateur, puisque voilà. Et j'ai voulu mettre un diplôme sur mes petites connaissances. Donc j'ai passé donc bien sûr, j'ai un parcours STAPS avant, mais j'ai passé le DU de chez Cometti il y a très longtemps, tout début des années 2000. D'accord. Et ensuite, c'était parti. J'ai continué dans le monde amateur bien sûr, puisqu'il faut peaufiner ses armes, ses connaissances, les mettre en pratique. Donc mes potes ont essuyé tous mes plâtres, on a tenté des trucs folles, des trucs... j'ai même blessé des copains, bon pas gravement, c'était surtout musculaire, mais on essayait quoi. Et à côté de ça, on jouait, on pratiquait aussi surtout. Donc tout est parti de là, et puis j'ai fait mon stage à Arsenal avec Monsieur Wenger. Donc premier gros stage, donc là c'était incroyable. Et ensuite des propositions de club que je refuse à l'époque, et je dis non, c'est pas la vie que je veux, moi je suis bien ici, vous voyez, comment ne pas être bien ici? Je suis bien ici, et ce que je vais faire, c'est que ma famille va vivre là, et moi s'il faut, je vais créer un système où je me déplace et je reviens. Donc l'idée est venue justement après avoir vu ce qui se faisait dans les clubs pro. J'étais parti à Lille, parti à Arsenal, peut-être d'aider le joueur individuellement. Ce que je voyais en club, ça ne me plaisait pas en fait. Et je me suis dit, je vais inventer le métier de préparateur physique individuel pour joueurs de football professionnels. Génial. Voilà. Ok. C'est quoi la sensation de passer du monde amateur à d'un coup un gros stage comme à Arsenal? Et pourquoi tu n'as pas eu l'envie d'essayer dans un club? C'est quoi la chose qui te freinait un petit peu? Alors j'ai cette chance dans mon éducation, c'est que je n'étais pas du tout impressionné par le fait que tu vois, le premier stage, tu rencontres Thierry Henry, qui à l'époque, il n'a jamais été Ballon d'Or, mais pour moi c'est Ballon d'Or. C'est le joueur à cette époque-là, quoi. C'était le joueur. T'as Vieira, Pires, Arsène Wenger, entraîneur. La starification, c'est un truc, j'en ai rien à secouer. Donc, moi, rien, tu vois, au niveau de la différence entre... Ils ont 2 bras, 2 jambes, okay. Ils ont sauvé personne, c'est pas des médecins. Ils jouent au foot, donc j'en ai absolument rien à secouer de ça. Donc déjà, c'était pas un frein, tu vois, c'était pas un truc où tu te sens un imposteur. Donc ça, c'était facile déjà. Et ensuite, comment est-ce qu'on passe de ce monde amateur à ce monde pro? C'est justement le fait de bien bosser dans le monde amateur, te sentir compétent,
et de dire je vais leur proposer au monde professionnel. Tu vois, ça s'est fait comme ça. D'accord. Finalement, c'est un échelon, quoi. Ouais. D'accord. C'est des années de travail, tu vois. Il ne faut pas faire croire aux jeunes, tu vois, qui sortent Nous, à travers notre formation, on a plein de jeunes qui viennent nous voir. Et ce qui ressort, c'est que tout est possible, d'accord. Mais il ne faut pas croire qu'en 3 mois, vous allez vous retrouver avec un Mbappé, quoi. Forcément, oui, forcément. Donc, ce que tu nous dis, c'est un peu la même chose entre le monde amateur et le monde professionnel, seulement avec différentes charges, etc., quoi. Mais Exactement. Ça reste la même chose. C'est un être humain, voilà, ça c'est la première chose. Après, bien sûr, on change d'un point de vue physique, c'est le bonheur forcément. total. Tu te retrouves, moi je me retrouve avec des amateurs à 2 entraînements semaine plus le match. Là tu te retrouves avec des gens où c'est leur métier, il y a une planification à avoir, beaucoup plus précise, il y a être beaucoup plus pointu, prendre ce qui se fait en compte dans le club aussi, tu vois. Donc bien connaître, il faut tout connaître quoi, de l'environnement club. À quel moment est-ce que je peux rajouter une séance pour lui? On voit des tas de choses sur les réseaux sociaux, maintenant ça m'horripile, où tu vois des mecs mettre des séances de PMA à des joueurs qui ont travaillé la PMA en club la même journée. Tu vois des choses, mais c'est catastrophique. Et je me dis que l'image du préparateur physique, des fois, elle doit être... alors qu'on sort tous du même socle, la plupart. C'est soit métier de la forme pour ceux qui ont choisi la formation courte, soit STAPS, voilà ce qu'ont choisi beaucoup de gens. C'est ça. Du coup, tu es passé du monde amateur, comme tu nous l'as dit. Ouais. Maintenant, tu es avec des joueurs. On va les citer un petit peu après, on rentrera un petit peu plus en détail. Mais comment tu as réussi à créer ton réseau du point A à maintenant ce point qui est encore en cours d'ailleurs? Ouais. Comment tu as fait? Tu imagines bien qu'à la masse, mon réseau, il est égal à 0, voire même sous le niveau de la mer. Je ne suis même pas au niveau 0. Donc, je connais personne. Tu vois. Donc, j'ai la chance, mon premier gros joueur, c'est Hatem Ben Arfa. D'accord. Ouais, gros joueur quand même. Ouais, à l'époque, gros joueur parce que, non pas par ses performances sur le terrain, mais parce qu'il avait fait à la Clairefontaine. Tout le monde savait que c'était une pépite, mais ça ne marchait pas. L'année où je le prends, à l'OL, c'était très compliqué pour Hatem, alors que c'est un des meilleurs joueurs que j'ai jamais eu. Et donc tout part d'Hatem, en fait, qui ensuite en parle à Mathieu Bodmer, qui est son copain en club. D'accord. Mathieu Bodmer en parle à Johan Gouffran, et voilà comment c'est fait petit à petit, 20 ans de carrière. Ce n'est uniquement du bouche à oreille. Donc ton réseau, c'est vraiment bouche à oreille grâce au travail que tu as accompli avec tes premiers joueurs, quoi. Si tu es mauvais dans ce métier-là, c'est mort. Si tu es mauvais sur un joueur, c'est mort. Parce que le bouche à oreille, il faut être toujours bon. Ouais, c'est ça. Il faut être toujours bon. Je ne dis pas que je suis bon, hein, attention. Hein. Mais il faut... Tu peux pas te planter, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce que c'est des êtres humains. Donc si demain, là, tu fais une séance à un joueur et que tu le claques, forcément, ça a des répercussions sur ton futur, quoi. Moi, j'ai bossé avec lui, je me suis claqué. Voilà ce que tu vois, si les mecs l'appellent. Ah ouais. Ça va être ça, tu vois. Ouais, c'est ça, non, mais c'est vrai. Donc c'est mort, ton but. C'est vrai. T'es mort. Donc c'est beaucoup. Tout ça pour dire que c'est beaucoup de pression tout le temps. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, là, on parle beaucoup de football. Ouais. Est-ce que tu as d'autres sports à ton actif, comme par exemple du basket ou autre? Ouais. Justement, c'est ce que je dis dans les formations auxquelles on a eu la chance de t'avoir. C'est que surtout ne restez pas dans le football. Ne restez pas que dans le football. Oui. Allez voir ce qui se fait ailleurs, parce que ça vous permet à votre cerveau de se remettre en route. Non pas qu'en football, on sait exactement ce qu'il faut faire. Là, il y a toujours des... moi, par exemple, je suis allé dans le rugby, le cyclisme, le tennis, le basket, tout ça simplement d'abord pour se challenger. D'accord, pour sortir de la routine et surtout pour mettre le cerveau en route, quoi. Ouais, je me souviens, tu nous l'avais déjà dit lors de la formation. Et est-ce qu'il y a des points communs justement entre tous ces sports où chaque sport a son identité? Ouais, chaque sport a vraiment son identité physique. Même. Ouais, c'est impressionnant. Par contre, il y a une chose qui est commune à tous ces sports, c'est le mental du sportif. Ouais, c'est des mecs qui sont... Tout le monde pense que les sportifs... J'en ai marre de cette image du sportif un peu crétin ou un peu... Mais c'est des machines de guerre, ces mecs-là. Ouais, c'est des idées reçues, ça. C'est des gens qui sont derrière la télé et qui regardent. Mais c'est vrai qu'on est dedans, on voit tous les sacrifices. Les sacrifices qu'ils font, les gens ne se rendent pas compte. Tu rentres dans un centre de formation, le taux de réussite en sortie de centre de formation, il est minime. C'est vrai. Je me demande s'il vaut mieux pas faire médecin, quoi. Ouais. Tu as peut-être plus de chances de réussir médecine si tu as... Et puis, c'est pas la jungle, le centre de formation, mais il faut être costaud, mentalement, physiquement. À chaque moment, il y a des paliers. Et en plus, quand tu rentres en centre de formation, tu es en plein pic de croissance, généralement. D'accord ? Donc, tu vas
si tu juges un joueur à un instant T, alors son pic de maturité n'est pas terminé, c'est une erreur. Peut-être que donc ce joueur-là, mentalement, il va falloir qu'il soit costaud. Se dire, là je suis peut-être un petit peu en retard physiquement, mais physiologiquement, je vais me développer et je vais peut-être rattraper ce retard. C'est comme ça qu'un Griezmann, je crois, passe au travers en début de carrière. Ouais, c'est ça, il fait beaucoup de tests dans des centres de formation. Bien sûr. Il en a fait une dizaine. Et ça ressortait la même chose de ce que je crois. C'est ça, oui, c'est ça. Et au final, ce qui ressortait, c'est trop frêle, trop petit, trop frêle, trop petit. Et au final, maintenant, champion du monde. L'un des plus grands joueurs qu'on ait jamais eu. C'est vrai, c'est vrai. Avant, tu me parlais de Hatem Ben Arfa. Ouais. C'est ton premier gros joueur. Ouais. Comment ça se passe? Donc, la prise de contact, la préparation, comment tu arrives à mettre en place une préparation parce que là, du coup, ça monte quand même tu montes d'un step, level. Donc là, comment ça se passe exactement à partir de la prise de contact jusqu'à à la fin de votre collaboration? Alors, t'imagines le level, parce que tu passes de mes potes ici à la Mastre, d'un Sokachek ou d'un Thierry Cros, à un Hatem Ben Arfa. Donc, t'imagines le level. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que au début, tu arrives. D'abord, tu te renseignes énormément sur ton joueur. Okay. Tu regardes des matchs, tu vois un petit peu son profil. Ensuite, moi, c'est son agent qui m'a contacté à l'époque. Et ensuite, comment ça se passe? Tu as une phase de testing. Tu as une idée préconçue de ce sur quoi tu penses qu'il faut travailler. Okay. Tu le testes physiquement. Donc à l'époque, je ne sais pas si tu imagines, mais c'était à peine le début du myotest. Donc le myotest, c'était un petit boîtier qu'on fixait avec une ceinture, avec un scratch, ça bougeait un peu, machin, mais tu tentes des trucs, quoi. Et maintenant, avec un téléphone, tu fais la même chose. Donc bon, ça a beaucoup évolué. Mais voilà, tu essayes d'orienter le travail et t'en déduis une trame. Et ensuite, tu en parles au joueur. Voilà, moi je pense qu'il faut travailler là, là et là. Et le joueur, généralement, me dit oui, allez, on y va, on fonce. Donc à Thème, tu as une anecdote, j'arrive chez lui. D'abord, il m'avait donné rendez-vous au centre d'entraînement de l'OL. Ah non, on peut pas, c'est pas possible. En plus, un métier qui n'existe pas. Surtout, c'était au début, c'était pas fréquent, quoi. Là, je vous ai tiré dessus à balles réelles, je pense. Donc, il m'emmène chez lui, c'était à la Cité internationale à Lyon. Et on a fait la séance sur 4 mètres carrés, sur son balcon. Ok, ouais. C'est aussi ça le métier, c'est s'adapter. Et... Le nombre de séances que j'ai fait dans des parkings, que j'ai fait dans des caves. Je me souviens, Yo Cabaye à Lille, il avait sa salle de musculation dans sa cave en dessous, tout humide, machin. Mais voilà quoi. Et on bossait, tu bosses là où tu peux. Il y a toujours une solution pour bosser. Celui qui me dit j'ai pas la place, c'est un gros menteur. Mais c'est peut-être pour ça aussi que là tu es là où tu es aujourd'hui, parce que il y a plein de préparateurs qui auraient peut-être trouvé des excuses par rapport à ça. Et justement, tu as fait que les moyens du bord, tu as commencé entre guillemets petit avec peu de matériel. Et maintenant, tu es récompensé un petit peu au final aussi. Mais ça a été beaucoup de travail. Au niveau des sacrifices, en 2019, je fais un infarctus. Donc je meurs une première fois. Le cœur s'arrête ici à la Mastre, je pars courir, le cœur s'arrête pendant 2 minutes. Et tout ça, c'est pas la résultante d'une vie classique, c'est la résultante de tous ces efforts que j'ai faits. Ça a été... c'est des trains, très peu de trains, c'est des avions en permanence, tu sautes d'un avion à l'autre, tu fais des heures de voiture. Voilà, c'est du stress pas possible avec les gens qui ne payent pas. Oui, c'est incroyable, hein, mais des gens qui gagnent beaucoup d'argent, il y en a, il faut courir après l'argent. Voilà ce qui est ma vie. Tes relations avec les joueurs et aussi tes relations avec les clubs. Parce que ce que tu as dit avant par rapport à Lyon, c'est que tu n'étais pas très bien vu. Mais est-ce que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, ça évolue un petit peu, ou il y a toujours cette petite appréhension avec le préparateur et le club? Ouais. Alors maintenant, tous les joueurs ont un préparateur physique à l'extérieur, tous les joueurs d'un certain niveau. Voilà, ça, j'en mets pas ma main à couper, mais presque. Enfin, au moins 80 ou 90% des joueurs. Bref. Mais la relation, elle est catastrophique. D'ailleurs, moi je parle parce que j'ai un peu de bouteille, mais j'en veux pas de relation. Je sais exactement ce qu'ils font, et chaque fois qu'il y a eu des relations avec les clubs, ça a été une guerre d'ego. Donc j'ai passé ce temps-là. Ouais, c'est comme si tu étais là un petit peu à rectifier ce qu'ils font. Donc ils ont peur. Alors que j'espère. En tous les cas, moi j'ai qu'un but, c'est que le joueur soit meilleur. Et je pense qu'eux aussi. Eux aussi, oui, c'est le but. Surtout que les mecs, on voit d'où ils sortent. Même on a beaucoup qui viennent se former chez nous. Les mecs de Ligue 1, de Ligue 2, bon bref, il y en a beaucoup qui passent par chez nous. Ce qui leur manque, pour certains, c'est plutôt des billes terrain.
tu vois, Mhm. parce qu'ils sortent tous de Master STAPS. Ok. Maintenant, de toute façon, si tu veux faire prépa physique en club, c'est Master STAPS, Mhm. obligatoire. Et ce qui leur manque en Master STAPS, quand tu sors, c'est du terrain. Donc ils viennent chez nous pour avoir. Oui, c'est vrai, pour apprendre le terrain. Ouais. C'est vrai, c'est ce qui manque un petit peu de trop scolaire et il faudrait un peu plus de terrain De parce pratique, que ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et comment tu arrives à gérer ton emploi du temps? Parce que là, du coup, tu me parles d'avion en avion. Ouais. Est-ce que tu as un petit peu des anecdotes concrètes à nous dire par rapport à l'emploi du temps, Ouais. des journées types, des semaines, des années, des mois types? Ouais, alors là ça a beaucoup changé puisque maintenant c'est format foot à fond. Ok. Voilà, c'est de la formation partout dans le monde. Mais avant c'était, pour donner un exemple, je le donne toujours en exemple, c'était un jour séance à 7h du matin à Paris avec Ok. Nicolas Batum au basket. Ok. Je saute dans un avion à Charles de Gaulle pour Manchester United où je vais voir Morgan Schneiderlin à 13h40. Ok. Et ensuite je loue une bagnole et je fais 4 heures de bagnole pour aller au Pays de Galles voir Jordan Ayew. Voilà ce qui a été une Incroyable. journée de folie. Ouais, et des fois, c'était de la folie pure, mais ce qui amène à l'infarctus, bien entendu. Ouais, forcément. Et forcément. là, si tu as des jeunes prépas qui nous écoutent, ils vont tous vouloir faire comme moi. Mm. Parce qu'ils ont, mais moi aussi, à leur âge, C'est vrai. enfin, j'ai démonté le monde. Oui. Mais maintenant, voilà, à 52 balais, je me dis, c'était de la folie pure. C'est vrai. Donc ça, c'était des journées, c'est une journée de dingue. Mais une semaine type, c'était entre 2 et 5 jours à l'extérieur de chez moi. Ok. D'accord, où je saute, je prends mon sac, Mhm. mon matériel et je prends que le billet d'avion aller. Je sais pas quand je rentre. Ok, ouais. Et après, en fonction des joueurs et de ce qu'on a prévu, j'ai la première destination et après je sais pas. Ok. Voilà. Et ça pendant de septembre jusqu'à avril, fin avril. Ok, Mi-mai, donc c'est mi-mai. là la période Ouais. du vrai travail. Quoi. Septembre à mai. Et ensuite en juin, tous les joueurs viennent ici à la Mastre. Ils viennent directement à la source. ici, à la source. Et comment tu gères du coup parce que je pense que tu fais à la saison du coup, tu Ouais. prépares un jour à la saison. Ouais. Comment tu t'organises justement, parce que je pense que forcément tu ne peux pas aller tous les 2 semaines à Manchester United ou etc. Donc comment tu arrives à gérer ça? En début de saison, il fallait que je calcule combien j'avais de joueurs sur la saison. Ok, il y en a combien environ? Avant, sur une année on est monté jusqu'à une année, on est monté à plus de 15 joueurs. Hein. Ah, c'est énorme. Ouais, c'était beaucoup. J'avais des prépas avec moi. Hein. Ok. J'avais des prépas avec moi. Une bonne année, tu vois, il faut entre 4 et 5 joueurs. 4 et 5 joueurs. Ouais, c'est bien 4 et 5 joueurs parce que ça veut dire que tu partirais une fois par semaine 2 jours, tu vois. Ok. Donc ça Ouais. va. Et justement par rapport à ça, parce que maintenant de nos jours, on en trouve un petit peu partout des préparateurs, des coachs, etc. Mhm. Mais du coup, c'est ton métier à plein temps depuis des années. Ouais. Et comment tu arrives à gérer ça financièrement avec 4-5 joueurs? Ouais. Et il faut mettre les bons tarifs qui vont en face, Mhm. d'accord. Ce qui se fait pas tu imagines bien, au bout de 2 ou 3 ans, Oui, forcément, tu oui. commences, il faut faire tes preuves, et ensuite c'est à toi de mettre tes tarifs en fonction de tout ça, quoi. Mhm. Et normalement avec 5 joueurs ça passe. Alors on n'a pas des salaires, mirobolants, Oui, hein, oui. mais moi je suis heureux, j'habite ici. Mm. Et je vis de ma passion. C'est ça le plus important. Ouais. Je suis pas milliardaire, mais j'ai aucun problème. Je paye les études de mes enfants, il n'y a aucun problème. Ok. Donc, à l'heure d'aujourd'hui et même avant, on peut en vivre pleinement, seulement Ah, bien faut se sûr. donner les moyens. Quoi. Moi, c'est mon métier pendant 20 ans et là maintenant, c'est la formation. Parce qu'il faut former ces jeunes qui arrivent là. C'est pas possible. Et justement, en parlant des jeunes, là on parle de toutes les bons côtés Ouais. du métier, mais quels sont les vrais inconvénients? Parce que forcément, quand on parle d'avion, Manchester Ouais, United, déplacement. gros joueurs, comme par exemple tu as eu Riyad Mahrez, Sadio Mané, des joueurs à l'heure actuelle où il y a encore 1 ou 2 ans c'était top 5 mondial je pense. Donc, mais c'est quoi les inconvénients quand même de ce métier? C'est justement ce que tu dis, c'est d'être loin. C'est les déplacements. Ouais, forcément. Mais bon, j'ai choisi ce métier, tu vois, comme on disait au début de l'interview. Au début, j'avais des choix de club. J'aurais pu être dans un club et il fallait emmener tout le monde. Là, j'emmène mes 3 enfants, mon épouse. Alors que là, c'est quand même... voilà, on a notre vie ici, on est bien. Mais les déplacements, c'est infernal. Ouais, c'est clair. Infernal. Au début, je pense que c'est... Ouais, c'est bonheur au début. Ouais, tu c'est- visites tout, des villes, des pays. Je sais pas comment j'ai fait de pays dans ma vie, mais je suis allé partout, sur tous les continents. Donc, tu vois, alors que j'étais pas destiné à ça. Il y a une phrase culte donc, que Mbappé a dit il n'y a pas très longtemps, le football il a changé. Mais est-ce que toi, du coup, après des dizaines d'années d'expérience, tu vois que le football il a vraiment changé ou pas? Ouais, physiquement, c'est autre chose. Hein. Ouais, il On a a franchi vraiment... un cap physiquement. Après, techniquement, je suis pas sûr. Hein. Moi, je suis pas sûr qu'un Mbappé soit supérieur à Thierry Henry. Hein. Vraiment pas. Mais physiquement, les mecs, c'est des machines hein, maintenant. Tu le sens même au Ouais. niveau des séances que tu fais, etc. Ouais, tu vois ouais, une nette ouais. évolution. Tu vois,
Si tu veux, les mecs sont... Ouais, les mecs, ils sont plus costauds physiquement, je trouve. Même, tu le vois sur les distances aussi, les distances augmentent, les vitesses augmentent. Toi, Clément Grenier, avec qui j'ai fait toute la carrière, Clément Grenier me disait, bon, il est en train de terminer sa carrière, là, logiquement, cette saison-là, et il me disait, Fab, physiquement, ça... Ouais, il voit la différence. Alors, est-ce qu'il est vieux par rapport à, tu vois, avant, mais non, il y a une différence physique, tout ça, c'est sûr. Et là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. C'est lesquelles, là, maintenant, à l'heure actuelle, tes plus belles expériences que tu as eues avec des joueurs ou autres? Et justement, je pense que forcément, il y a eu des mauvaises expériences. Ouais. Donc, est-ce que tu peux m'en dire quelques-unes? Ouais, mes belles expériences, je ne veux pas faire de jaloux, hein, parce que j'ai eu plus de 100 joueurs, donc t'imagines bien. Moi, ce que j'aime, c'est avoir des joueurs sur leur carrière. Les one-shots, j'aime pas. Ok. Tu vois, le mec qui vient en juin ici, il repart. Enfin, j'aime bien, Oui, j'aime bien, forcément, j'adore mon truc, mais c'est pas ce que je cherche. Moi, ce que j'aime, c'est tout ce qu'on a fait avec les Dembaba, Johan Cabaye, tous mes vieux, Maxime Gonalon, Anthony Mounier, tu vois, des mecs que j'ai eu pendant plus de 10 ans. Ok, ouais. Bafé Gomis, là, qu'on a eu pendant. Je pense qu'on l'a sauvé, c'est pas le mot sauvé, il aurait fait une carrière aussi, mais c'est lui qui le dit. Il me dit, Fab, si je t'avais pas rencontré quand je pars de Lyon, ma carrière n'aurait pas été la même. Et tu vois, on l'a suivi jusqu'en Arabie Saoudite. Ça, c'est des super aventures. Karl Medjani qu'on a suivi, j'en ai tellement. Je ne veux pas les oublier parce qu'ils vont m'insulter. Et ça, comment ça se passe par exemple? Parce que du coup, tu trouves un joueur qui n'a pas le moral, qui est pas au top du coup physiquement. Ouais. Et comment ça se passe du coup cette transition à l'amener? Tu peux me dire un petit peu de toute façon, quand tu es mal, quand tu es en bas, tu n'as qu'une solution. C'est travailler. Forcément. C'est travailler. Si tu ne travailles pas. Donc moi, je suis celui qui lui permet d'accomplir ce choix. Donc généralement, ça se passe plutôt bien. Après, si le mec a les pieds carrés, je peux rien faire. Hein. Ouais, ça c'est clair. Ça, même si on a vu des gens, on peut l'aider sur les répétitions techniques, ce genre de choses, tu vois, en envoyant des exos. Mais moi, j'aime bien que les mecs aient des pieds quand même, tu vois. Du coup, avant, j'ai cité deux gros noms, Riyad Mahrez, Sadio Mané et plein d'autres. Est-ce qu'il y a des moments où tu dis, là, c'est vraiment quelqu'un, il y a vraiment un niveau, par exemple, je pense à Riyad Mahrez, que physiquement, c'est pas le plus impressionnant. Non, c'est pas le plus impressionnant. Mais balle au pied, qu'est-ce que toi, tu arrives à leur apporter à ces joueurs-là, comme par exemple Riyad Mahrez, Sadio Mané, qui est incroyable physiquement. Ouais, c'est quoi ce que tu leur apportes? Comment tu fonctionnes? Je suis sur leur point fort, moi. Okay. D'accord. Donc Riyad, son point fort, c'est quoi? C'est pas d'aller mettre un bouchon à un mec. Riyad, c'est sa technique et ses petits appuis. Riyad, c'est le meilleur au monde là-dessus. Moi, je suis fan. Donc, mais Riyad, ce que tu lui amènes, c'est justement d'être plus fort sur ses points forts. Tu te bases vraiment sur les points forts et tu les améliores. À fond. Sadio, c'était répétition d'efforts explosifs. Pourtant, le mec, il les répète, les efforts explosifs. Et Sadio, tu vois, une anecdote, c'est que Sadio, il était capable de venir vestimentairement, tu vois, n'importe comment. Il s'en foutait. Lui, l'essentiel, c'était le travail. Il venait bosser. Et je sortais des séances avec Sadio, j'étais bleu, mes bras bleus, tellement qu'il me faisait mal. Parce que toi, tu travailles beaucoup avec le joueur, tu les mets vraiment en condition, tu utilises peu de matériel et tu les mets vraiment en condition match, tu leur mets de l'opposition, etc. Exactement. Je fais beaucoup de fonctionnels. Tu vois, donc des gros élastiques, mais qui reproduisent un acte de jeu. Tu vois, c'est des choses que j'aime beaucoup. Il y a plein de choses. Hein. Après, on peut passer sous barre, il y a un travail de salle, bien sûr. Mais ça, c'est plus un travail de routine à avoir. Ou de gros travail de salle, tu l'envoies dans la semaine. Beaucoup de travail fonctionnel. Et tes plus grandes fiertés à l'heure d'aujourd'hui? Parce que je pense qu'il y en a quand même. Ouais, il n'y en a qu'une. C'est d'avoir réussi mon pari de vivre de mon métier. C'est vrai que vivre de ma passion, pardon. C'était un challenge quand même difficile au début. Incroyable, qui aurait dit que... Inconcevable même. Hein. Ouais, qui aurait dit que j'allais pouvoir gagner ma vie avec cette idée que j'ai eue, et puis qui est ma passion. Moi, je travaille pas. Enfin, oui, c'est vrai. Je me lève les matins, j'ai jamais eu une contrainte. C'est pas vrai. Et au contraire, est-ce que tu as des regrets ou des choses que, si tu pouvais revenir dans le passé, tu modifierais? Peut-être avoir pris trop de joueurs à un moment. Enfin, trop de joueurs, c'est pas trop de joueurs, mais d'avoir voulu trop en faire, ce qui débouche sur l'infarctus. J'ai eu une chance sur 1 million de m'en sortir. Tu vois, c'était pas normalement, je dois pas m'en sortir. Et heureusement, ça me donne une deuxième vie. Mais c'est d'avoir fait des choses folles, quoi. Et ça d'ailleurs. Tu es capable d'aller en Chine. Je faisais la Chine en 3 jours. Hein. Ah ouais, en Chine. Je faisais la Chine en 3 jours pour Dembaba quand il était à Shanghai Shenhua. J'étais capable de. Après, je revenais, je filais au Mexique.
Ouais, Ouais, c'était chargé, c'est quoi. C'était n'importe quoi. mouvementé. c'est n'importe quoi. Et justement, cet infarctus, est-ce que ça donnait un autre sens un petit peu dans ton métier et à la vie Ouais, en c'est pour globalité? ça qu'on a voulu créer Forma Foot. Déjà, on formait beaucoup, ça fait 10 ans qu'on avait une formation ici. Et c'est là qu'on a dit, voilà, je vends la partie préparation physique et je m'occupe beaucoup de la formation. Donc Voilà. là, tu as délégué un petit peu à, Ouais, j'ai à d'autres revendu préparations. une boîte et moi, je m'occupe de la formation. Et quand les joueurs appellent, voilà, je les envoie vers la boîte. À l'heure d'aujourd'hui, après des dizaines d'années d'expérience, est-ce que tu as encore des objectifs ou des rêves même? Et c'était quoi d'ailleurs tes rêves quand tu étais petit? Parce que forcément, là, tu réalises certains rêves de beaucoup de personnes sur cette terre. Ouais. Donc là, c'est quoi tes objectifs, tes rêves? Et quand tu étais petit, c'était quoi tes plus grands rêves? Ouais, mes rêves, c'était faire les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde. Ok. Donc malheureusement, il faut être dans un club ou dans une Ouais. structure, tu vois. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des sportifs qui participent à ces événements. Mhm. Donc chaque année, on a des sportifs qui font, tous les 4 ans, on en a qui font la Coupe du Monde. Donc Oui. ça, c'est une grosse fierté. Je sais pas si c'est un accomplissement pour moi, peut-être. JO, les JO, on va y arriver. On va trouver des athlètes à préparer pour aller aux JO. Ouais, je te le souhaite. Dernière question. Dans 10 ans, tu te vois où? Comment? Est-ce que tu as une idée? À la Mastre, Toujours à la masse? je serais très bien voyager, tu vois, mais voyager pour le plaisir, non plus pour le travail. Mais je serais à la Mastre, sauf si, je dis bien sauf si, parce que ça c'est pas impossible. Je vois bien que mes vieux joueurs qui ont arrêté et qui avaient commencé au tout début sont tous dirigeants de club. Ok. Et je vois bien où est-ce que ça pourrait m'entraîner à un moment. Donc peut-être. Ouais, pas c'est pas fermé impossible pour, que finalement je me retrouve dans une structure à aider un joueur que j'ai aidé individuellement. Et ça, ce que j'aime, c'est l'aventure humaine. Tu vois, c'est ce qui ressort de mon métier, c'est l'aventure humaine. Garder un mec 10 ans, c'est l'aventure humaine. Là, ce mec-là a besoin de moi dans un club. Ça dépend le club, et tout dépend de l'aspect financier aussi. Mhm. Mais je pense qu'à un moment, je vais être obligé de craquer. Donc t'es ferme à rien, quoi. L'avenir Rien. nous le dira. Rien du tout. Ouais. Je te remercie pour De rien, le temps que tu m'as accordé. aucun problème. Merci beaucoup.